Alors, je suis ravi aussi de pouvoir vous souhaiter la bienvenue ce soir de la part du Centre franco-allemand de Provence, donc organisateur de la table ronde ce soir en coopération avec VHS Wissen Live et avec d'ailleurs le soutien du bureau parisien de la Fondation Heinrich Böll. Je voudrais donc remercier ces partenaires sans lesquels la manifestation de ce soir n'aurait pas été possible. Et je voudrais aussi remercier nos autres partenaires, notamment le Goethe-Institut de Paris, la Fédération des maisons franco-allemandes en France et la maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, nos intervenants, notre panel, qui me semble tout à fait extraordinaire, et notre modératrice, Charlotte Noblet, journaliste franco-allemande basée à Marseille et s'intéressante aux dynamiques euro-méditerranéennes. Donc, il me reste de vous souhaiter toutes et tous une table ronde enrichissante et propice à la réflexion. Charlotte, je te donne la parole. The floor is yours. Merci Fabienne, bonsoir et bienvenue à tout le monde pour cette conférence qui est consacrée aux narrations européennes, aux manières dont on raconte l'Europe. Alors il y a l'Aude à la joie, la journée de l'Europe pour célébrer la paix, l'unité. Il y a la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, les programmes d'échange, les institutions multilingues. Et puis d'un autre côté, il y a la dette, le Brexit, les questions de migration et la forteresse Europe. Les images de l'Union européenne se superposent, il y en a beaucoup. Les récits diffèrent selon les époques, selon les régions. Et aujourd'hui se pose la question de savoir comment l'Union européenne, avec ses 27 pays membres, fait encore rêver les Européens, les Européennes et les autres. Dans le cadre de notre table ronde, de notre conférence en ligne, nous allons discuter avec nos invités de quel récit, de quelle narration l'Union européenne a besoin aujourd'hui pour être ambassadrice des valeurs qu'elle entend porter. Nous nous pencherons dans un premier temps sur l'opinion publique européenne avec des perspectives différentes. Puis nous verrons comment ces récits sont bouleversés ou non par les crises que nous rencontrons. Enfin, avant de nous interroger sur les nouveaux récits qui feraient rêver les générations à venir. Voilà les 3 points qui seront abordés. Le public, comme cela a été mentionné auparavant, est invité à poser ses questions grâce à la fonction QR tout au long de notre dialogue. Les questions seront relayées aux panélistes au fur et à mesure de la soirée. Je vais m'en charger. Avec nous ce soir, nous avons donc 4 intervenants et comme cela a été évoqué auparavant, un panel très européen. Madame Katarina Mischenko est écrivaine ukrainienne, actuellement fellow au Wissenschaftskolleg de Berlin. Bonsoir. Madame Charlotte Gelping, professeure de politique allemande. Guten Abend. Madame Charlotte Gelping, professeure de politique allemande et européenne au département de sciences politiques et études internationales de l'Université de Birmingham. Bonsoir. Et Monsieur Jonas Lüscher, écrivain et essayiste résident à Munich, porteur de la double nationalité suisse et allemande et fervent partisan de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Bonsoir. Monsieur Paweł Serka, principal analyste du Conseil européen pour les relations internationales au bureau de Paris et d'origine polonaise. Bonsoir. Bonsoir. Leurs propos et les miens également seront interprétés en allemand et en français par Madame Rolaus et Monsieur Kik. Merci à tous les deux. Alors, tout d'abord, nous allons commencer nos interrogations, notre dialogue en ce qui concerne l'opinion publique européenne. Monsieur Serka, le Conseil européen des relations internationales où vous travaillez a effectué un sondage sur l'opinion publique européenne en 2021 et va publier prochainement un nouveau sondage. Que répondent les Européens et les Européennes à la question « Quelle vision de l'Union européenne vous voulez ?» Bonsoir à tous. Effectivement, au sein de STFR,
on fait des sondages d'opinion publique assez régulièrement. Maintenant, on est en train d'analyser de nouvelles données qu'on va publier dans 2 semaines. Mais une des questions qu'on a posées cette fois-ci, c'est la même qu'on a posée déjà il y a 2 ans. Et c'était la question concernant la vision d'Europe que les Européens dans 12 pays de l'Union européenne qu'on a analysé, que ces personnes ont partagé. Et les visions qu'on leur a proposées, c'est premièrement l'Europe comme grande puissance, on pourrait dire une Europe macronienne, donc une grande puissance comme la Chine, comme les États-Unis, qui est capable de se défendre de menaces extérieures, y compris par des moyens militaires si c'est nécessaire. Oui, on leur a proposé 4 autres visions du monde aussi, de l'Europe aussi. Donc, on pourrait s'imaginer que pour certaines personnes, l'Union européenne, c'est surtout les marchés uniques. Donc, ils ont une vision économique de l'Europe. L'Union européenne, donc, comme surtout un marché unique, ouvert et prospère, et avec l'intégration européenne limitée à ce domaine économique. Puis, la troisième vision d'Europe qu'on pourrait s'imaginer, ça serait une Europe normative. Donc, celle qui met l'accent sur l'état de droit, sur les normes démocratiques au sein de la famille européenne et qui aussi sert comme un modèle de démocratie et des droits de l'homme globalement. Mais à part de ces 3 visions, disons, positives de l'Union européenne, donc la vision grande puissance normative et économiste, on pourrait s'imaginer que pour certaines Européennes, l'Union européenne devrait surtout défendre les valeurs traditionnelles et avec l'intégration assez limitée parce que ça devrait être les États-nations qui devraient être la force principale au sein de l'Europe. Et finalement, on pourrait s'imaginer que certaines Européennes préfèrent, à vrai dire, de voir l'Union européenne démantelée parce que, voilà, le monde serait mieux sans elle. Donc, on a pensé qu'avec ces 5 exemples, on pourrait voilà, trouver, voilà, chacun pourrait trouver quelque chose pour lui ou pour elle. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de vous aurait peut-être une idée quelle vision de l'Europe trouverait le plus de participants voilà, personnes Oui, qui... ce sondage a été mené auprès des Européens, auprès d'habitants Oui. des États membres. D'accord. Pour avoir un autre éclairage, peut-être, merci beaucoup. Non, mais Madame, je n'ai pas dit quelle était la plus la plus populaire, mais importante. je pose la question à vous parce que je suis intéressé si vous pouvez deviner. Alors, numéro 1, 2, 3 ou 4, je vous aurai peut-être des réponses au niveau du public. Peut-être on va pouvoir savoir si ces visions sont aussi valables en dehors de l'Europe, puisqu'on a 2 panélistes qui peuvent amener des perspectives à la fois suisses et puis à la fois ukrainiennes. Madame Michenko, je voulais vous donner la parole. Vous avez quitté l'Ukraine pour rejoindre Berlin. Et est-ce que vous pouvez partager avec nous l'idée qu'on a de l'Union européenne? Comment on voit l'Union européenne en Ukraine? L'Ukraine, là où la population demande à intégrer l'Union depuis maintenant plusieurs années. Guten Abend. Ich würde sagen, etwas zwischen der Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Aber, ja, das ist meine ideale Vorstellung.
D'accord, et merci beaucoup. Et est-ce que c'est la vision que partage Oui, la effectivement. population ukrainienne? Effectivement, très clairement, la vision de l'Europe qui est la plus populaire parmi les Européennes, c'est celle qui met l'accent sur l'intérieur, sur la protection des droits humains et de l'état de droit au sein de la famille européenne. Et assez loin de cette vision, on voit que, au moins il y a quelques ans, il y avait trois autres visions qui étaient également populaires. Donc, la vision économiste, marché unique, la vision grande puissance, macronienne, et puis aussi la vision valeurs traditionnelles. Mais c'est intéressant de voir que quand même les Européennes ne pensaient pas il y a quelques ans, nécessairement de l'Union européenne comme un acteur de la grande politique qui devrait rivaliser avec la Chine et les États-Unis. Pour eux, l'Europe devrait représenter quelque chose de différent. Je ne peux pas vous dire à quel point ces opinions ont changé pendant les 2 années dernières. On va publier les résultats dans 2 semaines. Mais je suis sûr que vous comprenez à quel point elle pourrait changer quand même parce qu'il y avait beaucoup d'événements qui se sont déroulés pendant les derniers mois. Oui, ça vous fait monter le suspense par rapport à la publication pour qu'on puisse découvrir les nouvelles visions des Européens quant à l'Union européenne. On avait deux paris qui étaient pris dans notre public avec l'intégration économique et la vision numéro 3. Moi, ce qui m'intéressait, je reviens du coup à ma question à Madame Michenko, c'était de voir depuis l'extérieur cette fois comment on voit l'Union européenne quand on est en Ukraine. Quelle est la vision assez globalement partagée par la population sur l'Union européenne? C'est quel récit qui se développe en Ukraine? Ich glaube, die Tendenz ist, die Europäische Union als eine Orientierung zu sehen auf dem Weg zur Rechtsstaatlichkeit und zu stabilen demokratischen Instituten. Und die Europäische Union wird als gewünschte Zukunft gesehen. Und ich denke, da ist wirklich dieser strukturelle Faktor ganz wichtig, dass wir uns nach diesen Prinzipien auch weiter aufbauen und damit auch außenpolitische Zusammenarbeiten, Partnerschaften assoziieren. Und es gibt auch dieses ideale Bild einer europäischen Ukraine als Teil der Europäischen Union oder der europäischen Familie. Also das ist definitiv präsent und diese Orientierung, die wahrscheinlich auch eine sehr starke imaginäre Komponente hat, spielt eine große Rolle im gesellschaftlichen Diskurs. Et cette image idéale d'une Ukraine européenne, elle est comment? So wie das beschrieben wurde in dieser Umfragung. Also diese Ansprüche auf Supermacht sind wahrscheinlich nicht so spannend, aber eben Rechtsstaatlichkeit, Institutionen, Menschenrechte, Wirtschaft, die gut funktioniert, ein gewisser Wohlstand. Ja, das sind die wichtigen Komponenten dieses Traums.
Ok, donc là, c'est plutôt la vision de l'Europe normative qui l'emporte hein, en Ukraine. On va voir maintenant un autre point de vue avec Monsieur Lüscher. Vous vivez en Allemagne, plus précisément en Bavière, mais vous êtes d'origine suisse et vous êtes favorable, je l'ai précisé en introduction, à une intégration de la Suisse dans l'Union européenne. C'est un point de vue qui n'a pas toujours été audible en Suisse, n'est-ce pas? Quel récit prédomine en Suisse autour de l'Union européenne actuellement? Entschuldigung, das war mein Mikrofon. Guten Abend. Bevor ich die Frage beantworte, wollte ich noch kurz ergänzend sagen zur Frau Mischenko, dass es gerade eine aktuelle Schlagzeile in der Zeit gibt zu Zelenskys Tour durch Europa, wo die Journalistin sagt, die Ukraine ist, wie die EU gerne wäre, unternehmerisch, progressiv, unkonventionell. Das heißt, man kann es auch andersrum denken. Offenbar gibt es Leute, die das Gefühl haben, die EU müsste mehr ukrainisch werden, also dass da auch etwas Normatives sogar jetzt bereits gesehen wird. Zu Ihrer Frage, die ist natürlich schwer zu beantworten, weil die Schweizer Bevölkerung und die Schweizer Politik enorm gespalten ist in dieser Frage. Wie Sie gesagt haben, es ist eine schwer zu diskutierende Frage überhaupt in der Schweiz. Ich würde sagen, dass sie sowieso erst seit ein paar Jahren wieder ernsthaft diskutiert wird. Und ich würde sagen, dass auf Seite der EU-Gegner, die sicher eine Mehrzahl der Schweizer Bevölkerung darstellt, wobei vielleicht gar nicht eine so große Mehrheit, wie das immer behauptet wird, dass da diese rechtsnormativen Fragen eigentlich die größte Rolle spielen, für die aber gerade eben sehr negativ gelesen. Also, dass man sich nämlich eben gerade davor fürchtet, dass Rechtsnormen der EU übernommen werden müssen, was sie jetzt eigentlich sowieso getan werden müssen. Aber es wird eine große Kampagne zum Beispiel gefahren gegen fremde Richter. Also man hat Angst vor dem Europäischen Gerichtshof, der dann irgendwie die Schweizer Gerichtsbarkeit überstimmen könnte. Man hat Angst davor, dass bestimmte Volksinitiativen, die jetzt noch zulässig sind, wie solche Absurditäten wie das Minarettverbot, was wir in der Schweiz vor ein paar Jahren zur Volksabstimmung hatten, dass solche Dinge gar nicht mehr möglich sind. Also man fürchtet sich eigentlich ein bisschen, glaube ich, vor den Menschenrechtsnormen zum Beispiel der EU. Ich würde sagen, auf der Seite der Befürworter ist es natürlich genau das Gegenteil. Das sind die sich eben erhoffen, dass die Auswüchse der schweizerischen Direktdemokratie, die wir in den letzten Jahren erleben haben, durch eine EU eventuell im Schach gehalten werden könnten, was zum Beispiel Migrationspolitik angeht, gewisse Fragen der Sozialpolitik und so weiter. Okay, merci pour cette perspective. On en prend une autre maintenant du Royaume-Uni avec Madame Galpin. Vous êtes au Royaume-Uni, vous avez réalisé un sondage également auprès des activistes au moment du Brexit et pour palper ce qui se passe avec l'identité européenne quand on perd la citoyenneté européenne. Est-ce que vous pouvez partager avec nous vos observations? Ja, danke. Ja, also ich habe ein paar Projekte über diese proeuropäische Bewegungen gemacht, die nach dem Brexit, also nach dem Referendum entstanden sind. Die waren also wirklich Graswurzelbewegungen, die ja, wirklich, das war wirklich eine starke Reaktion, also emotionale Reaktion auf dem Ergebnis des Referendums in 2016. Und haben wir dann gesehen, dass viele lokale Gruppen sich gebildet haben, auch nationale Vereine. Und dann gab es auch große Demonstrationen. Besonders in 2017, 18, 19, als das Brexit-Abkommen durch das Parlament gegangen ist. Und das war wirklich interessant für mich,
zu sehen, warum haben wir diese starke proeuropäische Bewegung in Großbritannien gesehen, in einem Land, was eigentlich wahrscheinlich den EU-feindlichsten Land Europas war. Also das ist ein starker Gegensatz zum dominanten Diskurs in Großbritannien. Und in meinen Interviews habe ich herausgefunden, dass es diese Aktivisten haben wirklich auf den möglichen Verlust ihrer EU-Bürgerschaft reagiert, was sie sehr stark mit der europäischen Identität so verbunden gesehen haben. Ja, das war, und da haben wir eigentlich sehr interessante Visionen der EU gesehen, die wie gesagt, sehr stark, die sich sehr stark von der dominanten Diskurs gesehen. Und da haben wir diese Idee, Vision von Europa als Menschenrechts Verteidiger, können wir sagen. Also Aktivisten haben sehr befürchtet, dass den Brexit den Verlust von Gleichheit von Frauen, Gleichheit von LGBTQ-Menschen, eine Steigerung an Rassismus und Ausländerfeindlichkeit führen würde. Also das war ziemlich stark unter diesen Aktivisten. Also das gibt es auch in England, obwohl das ja sehr unterschiedlich ist, je nachdem man die britische Presse liest oder ob man unter den Leuten, unter den verschiedenen Gesellschaftsgruppen spricht. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je prends une question concernant les visions qui ont été évoquées, les différentes visions. J'espère que je n'écorcherai pas les noms des différentes personnes qui posent les questions du public. Sinon, excusez-moi vraiment. Monsieur Gustav Hanich dit que lui, il ne comprend pas la vision d'un État de droit, puisque c'est depuis longtemps la base en Europe. Et pour lui, une vision, ça serait par exemple un État fédéral avec une armée européenne ou par exemple une juridiction unique. Qu'est-ce que vous en pensiez, Monsieur Tserka? Oui, bien sûr, il y a de différents moyens de poser la question sur la vision. Nous avons choisi celle-ci, donc en proposant quelques idées de qu'est-ce qui devrait être le plus important dans l'Europe. Mais par exemple, il y a le sondage de Eurobarometer, donc le service de sondage de communication au sein de la Commission européenne. Eux, ils posent de différentes questions. Donc, par exemple, ils demandent régulièrement la public européenne qu'est-ce qui est le plus important pour eux dans l'Union européenne. Et là-bas, on voit que même si une des options à choisir, c'est par exemple la paix, à vrai dire, maintenant, ce n'est pas normalement la plus importante. Ce que les Européennes apprécient le plus là-bas, c'est de la liberté. Donc, la liberté de voyager d'un pays à l'autre, de travailler dans un autre pays. Et je m'imagine que ça, voilà, c'est clair que l'Europe, dans l'imagination populaire européenne, c'est beaucoup ce côté-là, le côté de la liberté. Mais si je parle déjà, je voulais juste répondre à une idée que M. Lüscher a évoquée, que
que ce n'est pas seulement l'Ukraine qui devrait devenir européenne, mais aussi l'Europe qui devait devenir plus ukrainienne. J'aime beaucoup ces idées parce que, voilà, quand on parle de ce qu'est l'Europe pour les Européennes, on parle de, voilà, droits humains, état de droit, les libertés, et tout cela, c'est très post-héroïque. Ça veut dire que les Européens se sont habitués à habiter dans le monde qui est post-héroïque, qui ne demande plus d'héroïsme. Tandis que l'exemple ukrainien et aussi le retour de la guerre dans la géographie européenne nous montre très clairement que les temps d'héroïsme sont rentrés. Et voilà, les Ukrainiens sacrifient leur vie, au moins leur bien-être, pour leur pays, pour la liberté et dans une certaine mesure aussi pour l'Europe. Moi, je pense que ça c'est un exemple qui montre aussi aux Européennes que quand ils pensent de l'Europe, ils devraient recommencer à penser aux sacrifices qui pourraient être nécessaires de leur part. Donc, l'Europe, pas seulement comme une source de bénéfices, mais aussi comme un objet qui demande de certains sacrifices. Je suis sûre que M. Lüscher aimerait rebondir sur ces propos. Ja, ich glaube, ich möchte widersprechen. Zumindest nicht dem, was Sie zuletzt gesagt haben, weil es tatsächlich stimmt, dass Europa auch etwas ist, wofür man etwas tun muss und etwas leisten muss und vielleicht sogar auf gewisse Dinge auch mal verzichten muss. Aber Ihre Beschreibung des Heroischen und des Postheroischen gibt mir natürlich sehr zu denken, weil ich glaube, dass das Postheroische ein enormer zivilisatorischer Fortschritt ist. Und ich glaube, es wäre falsch, das Heroische jetzt wegen dem Krieg in der Ukraine wieder aufleben zu lassen. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sehe, dass die Ukrainer, und Ukrainerinnen, die kämpfen da, dass sie tatsächlich für uns und für die Demokratie und für Europa kämpfen. Das sehe ich alles so. Und ich bin, glaube ich, zutiefst dankbar, dass sie das tun. Und dennoch würde ich das nicht als heroisch beschreiben wollen. Weil ich glaube, dass der Heroismus oder die Beschreibung von etwas als heroisch nur darüber hinwegtäuschen soll, dass es letzten Endes ein grauenhaftes Drama ist, was da passiert. Und der Heroismus dient nur dazu, uns diesen Krieg irgendwie schön zu reden. Und das sollten wir, glaube ich, unterlassen. Also mir macht es eher große Sorgen, dass man den Begriff des Heroismus jetzt in diesem Zusammenhang wieder mehr benutzt und immer wieder auch in der Presse jetzt so heroisierende Artikel von ukrainischen Truppen liest. Ich finde, wir sollten das Sterben und das verwundet werden und das vergewaltigt werden und das Weise werden und all das, was da dazu gehört, das sollten wir im Vordergrund halten. Und das ist alles andere als heroisch. Das ist nur ein entsetzliches Drama. Et merci pour ces propos. Je pense qu'il y a un débat qui s'instaure entre justement la vision qu'on peut avoir de l'Europe et puis la politique qui est menée par l'Europe. Savoir que parfois il y a vraiment un grand écart entre les valeurs universalistes que véhicule l'Europe avec les droits humains, la démocratie et puis peut-être la politique et notamment la politique étrangère qui est menée par l'Union européenne et les différents États membres. Là, il y a un grand écart. Et est-ce que c'est pas ça qui pourrait aussi laisser la place à d'autres discours sur l'Union européenne ou à un repli de l'Union européenne sur elle-même, à des discours populistes? Monsieur Lüscher.
Ja, die EU als Festung, das ist natürlich ein Narrativ, was gerade Hochkonjunktur hat. Und ich glaube, gerade die Migrationspolitik ist wahrscheinlich der Punkt, wo die Wertvorstellungen der EU und die tatsächliche Politik am weitesten auseinanderklafft. Et vous avez parlé de la Festung, j'en profite pour glisser une question qui a été posée par Monsieur Karl-Heinz Berner à Lörrach, würde ich sagen, qui remercie la manifestation et qui pose une question sur le projet de déposer et d'examiner les demandes d'asile aux frontières extérieures de l'Europe. Donc, on revient à la question de la forteresse Europe. Est-ce que l'article 6 du droit à un procès équitable sera encore garanti ? Lui parle d'un projet d'externalisation. Alors là, peut-être qu'on peut interroger justement la question de la politique étrangère de l'Union européenne, à savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une souveraineté en politique étrangère? Monsieur Tsiaka. Oh, merci, c'est à nouveau moi, j'ai l'impression de trop parler déjà. Mais comme vous demandez, je vais évoquer une autre étude que j'ai menée récemment, et il s'agit de la difficulté avec laquelle les États européens, la difficulté que les États européens avaient à répondre au défi de la présence russe au sein d'Europe, la présence de la culture russe, des médias russes, et aussi des citoyennes russes. Donc, l'histoire qu'on connaît très bien, c'est que face à la guerre, à l'agression russe contre l'Ukraine, les États européens et les citoyens européens ont montré beaucoup de solidarité avec l'Ukraine. Néanmoins, ce qui a posé beaucoup de difficultés, c'était pour les États européens, surtout pour les gouvernements, c'était de comment répondre aux questions comme est-ce qu'on devrait restreindre la présence de la culture russe dans nos pays? Donc, par exemple, pendant la guerre en Ukraine, est-ce qu'il devrait y avoir des places dans nos musées, dans nos opéras pour les pièces russes? Est-ce qu'on devrait inviter des artistes russes toujours pour les festivals, etc. Et très souvent, la réponse des États européens, surtout au début de la guerre, est dans une certaine mesure, sous la pression du gouvernement ukrainien, c'était de limiter cette présence de la culture russe au sein d'Europe. C'est une question très difficile. Moi je suis d'opinion que le gouvernement ne devrait pas encourager aucune décision aux institutions culturelles en Europe. Il devrait laisser cette décision pour les institutions culturelles. Sinon, la démarche politique peut facilement entrer dans un conflit avec la liberté d'expression et culturelle. Et la même question se pose en ce qui concerne comment qu'est-ce qu'il faut faire avec les médias russes. Donc, pas seulement les plus pénibles comme Russia Today au Sputnik, mais il y a aussi, et il y avait d'autres médias, parfois des médias d'opposants aux Russes, mais qui néanmoins avaient vu son accès à la public européenne restreint dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et finalement, il y avait cette question de qu'est-ce qu'on doit faire envers les citoyens russes qui veulent soit échapper la Russie, soit simplement passer les vacances en Europe. Est-ce que moi, je trouve plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait limiter leurs accès
à l'Union européenne, mais je vois aussi facilement que quand on commence à restreindre leurs accès, on peut facilement commencer à attribuer une responsabilité collective à la société russe pour la guerre en Ukraine. Et je pense qu'on ne devrait pas le faire, que les leaders politiques ne devraient pas le faire pour des raisons pas seulement stratégiques, mais aussi normatives, parce que une des valeurs que l'Europe devrait protéger, c'est aussi celle de la responsabilité individuelle, et c'est plutôt que collective. Et c'est pour ça aussi que je trouve les initiatives comme celle de mettre Vladimir Poutine à la justice. Donc, il y a cette initiative par la Cour criminelle internationale. Plusieurs gens disent, mais bon, c'est irréel, on ne peut pas attendre que Vladimir Poutine soit jugé. Mais néanmoins, cette initiative est importante parce qu'elle montre qu'il y a quand même des personnes qui sont responsables individuellement pour cette guerre plutôt que toute la société russe collectivement. Mais voilà, ce sont des exemples qui montrent qu'en essayant de réagir comme grande puissance au défi de la guerre en Ukraine, les États européens se sont trouvés dans une situation où parfois leur démarche politique entrait dans un conflit avec les valeurs que l'Europe normalement voudrait protéger. Je vous lis là une remarque envoyée depuis le public de Margit M.G. Un artiste russe peut-il, sans mettre en danger sa famille et ses amis, s'opposer ouvertement à son gouvernement? Je trouve que certains ont subi beaucoup de pression. Voilà, ce qui remettrait encore une fois en cause le fait de ne pas accepter des citoyens russes sur le territoire, dans un des pays de l'Union européenne. Madame Michenko, je vois que vous voulez la parole. J'allais justement vous demander si le conflit n'était pas un grand challenge pour l'Union européenne et les valeurs qu'elle représente. Allez. Ja, an dieser Stelle wollte ich mich einmischen, denn ich glaube, diese Diskussion um die Berechtigung der Sanktionen gegen die Russische Föderation und diese Sanktionen betreffen dann auch verschiedene Institute und auch Kulturinstitutionen, die überwiegend in Russland staatlich gefördert sind. Auch Kultur war all diese Jahre sehr großzügig vom Staat gefördert. Aber ich will mich nicht vertiefen, denn es wird sehr viel darüber diskutiert und ich glaube, dass die Politik in Bezug auf russische Kultur oder einzelne Bürger sehr viel Raum einnimmt in der Situation, wo in der Ukraine viel schrecklichere Sachen passieren und über sie ist es viel schwieriger zu diskutieren und zu sprechen. Denn da geht es ja um das Existenzielle, um das Katastrophale und Genozidale und wahrscheinlich weniger um das Politische. Ja? Und das ist auch eine Situation, wo die Katastrophe des Krieges eher verdrängt wird, ja, als wir wirklich ganz im Ernst eine Antwort auf die Frage suchen, wie kann man diesen Krieg stoppen und was kann man dafür tun? Und das ist manchmal eine ganz unerträgliche Frage. Deshalb entstehen auch diese heroischen Narrative. Man muss diesen Widerstand, diesen Kampf der Ukrainer ersterben. Und dieses Sterben ist auch unmittelbar mit Waffenlieferungen verbunden, zum Beispiel mit Luftabwehr. Ja? Dass wir, also all diese Mittel, die wir nicht sofort bekommen haben, sondern nach mehreren Monaten, nachdem der Widerstand sich gezeigt hat. Ja, also
dann gibt es ja eben diese heroische Narrative, diese Exotisierung, damit das Unerträgliche irgendwie verbalisiert wird, aber so, dass man sich davon auch trennen kann. Man kann dann sagen, die EU oder Europa ist postheroisch, wir sprechen aus dieser Perspektive, aber wir lassen es zu, dass irgendwo in der Peripherie es noch Helden gibt, denn sie sind wahrscheinlich noch nicht so entwickelt wie wir und sie müssen noch etwas erkämpfen. Und das finde ich natürlich sehr problematisch, denn da haben wir die Situation, es gibt einen Raum, der bestimmte Werte irgendwie so symbolisch monopolisiert hat und es gibt einen anderen Raum, der nicht aufgenommen wird, der nicht als eigenes akzeptiert wird, wo performativ ja diese Werte geschützt werden oder wo diese Werte erkämpft werden. Ganz praktisch wird damit umgegangen. Und das, was Sie, Herr Luscher, auch als Zitat eingebracht haben, also das ist wirklich diese ja, gegenseitigen Projektionen. Also einerseits hatte die Ukraine dieses also dieses Bild, ja, an welches die sich orientieren kann bei der Planung der politischen Zukunft oder ihrer Vorstellung. Andererseits gibt es eine Sehnsucht in Europa nach irgendetwas, ja. Und dafür ist die Ukraine zuständig. Aber ja, ich wollte noch was sagen dazu. Es gibt jetzt wirklich diese Trennung und das ist wahrscheinlich den Menschen hier nicht ganz klar. Ja, deshalb wurde Frieden nicht so oft gewählt, dass Europa immer noch ein friedlicher Raum bleibt, ja, der wahrscheinlich bedroht wird, aber diese Bedrohung, glaube ich, wird eher rhetorisch wahrgenommen als wirklich, ja, oder existenziell. Und da, glaube ich, muss das Bild oder eben müssen diese Narrative etwas anders sein und wahrscheinlich muss es nicht um das Friedliche gehen, sondern um das Friedensstiftende. Und Europa müsste sich nicht sehen als ein Raum, der um jeden Preis friedlich bleiben soll, das heißt auch nicht eskalieren oder sich nicht direkt einmischen, sondern friedensstiftend. Denn dann heißt es, man kann diesen Raum erweitern und man muss sich nicht mehr so schützen, ja, oder so abgrenzen von denjenigen, die aus verschiedenen Regionen von Kriegen oder anderen Krisen auch flüchten und für die Europa sehr oft geschlossen bleibt oder nicht offen genug. Aber das ist wahrscheinlich erstmal viel. Ich habe mir einfach während des Gesprächs einiges notiert. Merci beaucoup pour l'intervention. Et justement, vos différents propos aux uns aux autres montrent, à mon avis, la discrépance entre ce qui se passe et la politique qui est menée par l'Union européenne, notamment à l'extérieur, et les valeurs qu'elle véhicule, des valeurs peut-être qui datent après la Seconde Guerre mondiale, qui véhiculent la paix, la démocratie, les droits humains, et qui font rêver, surtout à l'extérieur de l'Europe. On nous renvoie toujours cette image de l'Union européenne. Par contre, et on peut le voir avec les questions qui sont posées dans le public, avec les différentes réactions, on voit aussi que l'Union européenne, elle est un petit peu sclérosée dans ce qui concerne sa politique étrangère. On a l'impression, par exemple, on demande une armée européenne. Bon, il n'y a pas d'armée européenne, alors ça génère peut-être quelques débats. Moi, je m'étais demandé si avec toutes ces crises, l'Union européenne et puis ses valeurs, elles n'en prenaient pas un coup. Si justement, on ne commençait pas à dénigrer l'Union européenne. Et je trouve qu'en discutant avec Madame Gelping, c'était très intéressant, ces recherches,
elle a réussi à montrer qu'est-ce qui se passait. On a dénigré, là c'était dans une autre crise, on travaille pas de crise en crise, c'est du hopping de crise en ce moment. Et elle a montré au moment du Brexit, voilà, on a beaucoup parlé en mal de l'Union européenne de la part des partis conservateurs. Hein. On ne peut pas être une puissance mondiale, on ne peut plus être une puissance militaire si on reste dans l'Union européenne, etc. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que l'identité européenne, elle souffre de tout ça ou pas? Madame Gelping. Danke. Ja, ich wollte etwas, also Frau Mischenko hat kurz diese Idee von Performativität angesprochen. Und was ich herausgefunden habe in meiner Forschung über die Eurokrise in europäischen Identitäten und auch im Bezug auf Brexit, ist, dass Krisen sind soziale Konstrukte und die widerspiegeln eigentlich, die spiegeln Identitäten wider und die können eigentlich Identitätsdiskursen verstärken. Und ich finde es sehr interessant, wie Politiker in Europa auf verschiedenen Weisen Ideen von Europa, diese Vision von Europa als Legitimisierungsstrategien benutzen. Zum Beispiel diese Vision von Europa als ein Menschenrechtsinstitution, diese normative Idee von Europa, die jetzt sehr stark besprochen wird, das ist auch eine Strategie, weil das hilft, die jetzigen europäische Außenpolitik. Aber wir müssen dann auch fragen, was dahinter steckt. Also ich meine zum Beispiel in Bezug auf dieses Begriff Festungseuropa. Was machen die Menschenrechte in Bezug auf Asylpolitik zum Beispiel, dass so viele im Mittelmeerraum sterben, dass so viele Flüchtlinge in Europa in Flüchtlingslager wohnen, dass so viele europäische Firmen handeln mit nicht-demokratischen Ländern, auch Waffen verkaufen zum Beispiel. Also es gibt diese große Narrativen von Europa als normative, demokratisches Raum. Aber das ist auch ja, nicht immer in der Praxis so umgesetzt. Und das haben wir auch gesehen, wenn wir über an die Eurokrise sprechen oder an Brexit, wie Brexit auch in die EU 27 dargestellt wurde, wie diese Krisen dann benutzt werden, um die europäische Idée zu verteidigen. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'il y a eu le Brexit, même si on a l'impression que avant, on pouvait toujours dire que c'était à cause de l'Union européenne qu'il se passait ceci et cela. Hein. Maintenant qu'il y a eu le Brexit, est-ce qu'il n'y a pas comme un petit regret de cette fameuse Union européenne? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement, c'était pas si mal? Also mittlerweile merkt man schon, also das wird schon in den öffentlichen Debatten besprochen, dass Brexit vielleicht keine gute Idee war. Also nicht stark, aber ein bisschen sieht man das jetzt. Wir sehen jetzt die wirtschaftliche Auswirkungen von Brexit ziemlich stark. Lebenskosten sind in Großbritannien viel
viel mehr gestiegen als in anderen Ländern von Europa, zum Beispiel Energiepreisen auch. Das Schwierige ist, dass das wird nicht unbedingt, das wird das wird nicht in einem Rückkehr an die EU so umgesetzt. Also es gibt immer noch keine Stimmen, die sagen, ja, eigentlich sollen wir wieder in die EU gehen. Es gibt eigentlich, Nigel Farage war im Fernsehen gestern und hat von den Brexit gesagt und hat gesagt, ja, das ist gescheitert, aber die Schuld daran war die Konservativen, weil die haben einen Brexit gebracht, die eigentlich nicht hart genug war. Also es gibt langsam so diese Einstellung, dass Brexit kein Erfolg war, aber das bedeutet nicht, dass es plötzlich dann eine Hoffnung, dass wir dann wieder in die EU kommen. Okay. Mais on voit que, bon, il y a quand même des récits. Au début, on avait beaucoup de récits assez positifs, hein, des récits sur l'Europe, des récits de paix, des récits d'échange entre les différentes nations, etc. Et puis doucement, on a de plus en plus de récits plutôt négatifs, avec la forteresse Europe qui refuse les migrants, l'Union européenne qui précarise ses populations, ces personnes âgées. Bon, je suis en France, alors je suis un peu marquée par le débat en ce moment. On nous fait souvent avaler des couleuvres au nom de l'Union européenne, etc. Et doucement, il y a l'idée qui s'installe que l'Europe, elle est bonne à rien. Et là, je prends une question du public pour arriver dans la troisième partie du débat, où je pense que le public va encore plus interagir que dans les parties précédentes, où il y a Karina qui demande comment l'Europe peut-elle redevenir passionnante et intéressante, surtout pour les jeunes. Elle ajoute « J'ai l'impression que les valeurs européennes sont considérées comme trop évidentes. » Qui veut lui répondre? Question ouverte. Comment pourrions-nous passionner les jeunes sur l'idée de l'Union européenne? Ich kann es vielleicht versuchen, ein paar Gedanken beizusteuern. Ich knüpfe vielleicht an das, was Sie vorhin gesagt haben, dass es nämlich gerade eine schlechte Zeit wäre für die EU, weil die Krisen irgendwie alles überlagern. Und ich würde entgegnen, wir sollten das sehr wahrscheinlich eben als Chance sehen, weil gerade die großen Krisen der Gegenwart eigentlich Krisen sind, auf die die EU viel besser antworten kann als die einzelnen kleinen Nationalstaaten. Am offensichtlichsten ist das natürlich in der ganzen Frage der Klimakrise, wo wir, wenn wir zusammenarbeiten, mit Sicherheit viel schlagkräftiger sind. Es ist aber natürlich auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder überhaupt mit einer neuen drohenden globalen Ordnung, mit der Frage von China und den USA, die jetzt doch man, glaube ich, als sehr unzuverlässigen Partner bezeichnen muss, weil wir ja nicht wissen, ob in 2 Jahren Trump wieder am Ruder ist oder jemand noch Schlimmeres, vielleicht auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Partner, auf den man sich vielleicht nicht mehr so verlassen kann. Und eigentlich könnten wir in dieser Lage als Europäer viel selbstbewusster agieren und uns auch viel selbstbewusster verkaufen und eben darauf hinweisen, dass wir ja sozusagen ein Alternativmodell wären zwischen irgendwie diesen erratisch-religiösen, seltsamen Rechtspopulismus, den wir in den USA jetzt haben oder hatten oder immer noch als Drohung haben, und dem Autoritarismus, den wir aus China kennen, so, dass wir da irgendwie ein anderes Modell sind. Man kann das, glaube ich, ganz stark mit der Klimakrise verbinden und kann auch da, also das ist irgendwie eine ähnliche Erzählung,
Das Problem ist nur im Moment, dass viele oder einige europäische Regierungen oder Akteure europäischer Länder die EU ja massiv für ihre Innenpolitik missbrauchen. Also am offensichtlichsten ist das bei einem Orban zum Beispiel. Und deswegen entsteht natürlich gar kein wirkliches positives gemeinsames Narrativ. Und das hat ganz viel damit zu tun. Auf technischer Seite schätze ich, dass dieser Egoismus gepflegt werden kann, weil diese Staaten das Druckmittel des Einstimmigkeitsprinzips immer haben, so, was sie ja gnadenlos für innenpolitische Zwecke ausschöpfen. Darum glaube ich, auf sozusagen technischer Ebene ist wahrscheinlich das Wichtigste, was wir in nächster Zeit hinkriegen müssen, dieses Einstimmigkeitsprinzip zu beseitigen. Und dann kann die EU tatsächlich wieder aktiver werden und man kann eben über positivere Narrative nachdenken, wäre dann so meine Hoffnung. Wie die dann genau aussehen, ist eine ganz andere und schwierige Frage. Und ich wollte noch anmerken, dass wir dem Herrn, der nach den Asylverfahren an der EU-Außengrenze und der Frage nach dem Externalisierungsproblem, was damit verbunden ist, glaube ich, noch eine Antwort schulden. Oui, oui, bien sûr. Et justement, là, vous pourriez peut-être revenir sur le principe de l'unanimité qu'il faut dépasser, puisque nous avons une question à ce sujet de M. Rolf Rimbach, qui écrit « La seule chance et la possibilité de garder notre idée, de la maintenir, est-ce que ça ne réside pas dans l'évolution de l'Union européenne vers une unité politique qui agirait réellement en tant que telle, au lieu d'avoir une énorme machine administrative ce que ressentent beaucoup de citoyens, et lui propose justement de renoncer au principe de l'unanimité. Est-ce que ça changerait beaucoup le fonctionnement de l'Union européenne et lui permettrait d'être en adéquation avec les valeurs qu'elle représente? Monsieur Tsiaka, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Oh, je ne voudrais pas entrer dans une discussion sur les côtés techniques, assez techniques, parce que je trouve la discussion sur l'unanimité comme faisant partie d'une discussion technique, tandis qu'ici, dans cette table ronde, je pense qu'on évoque des grands thèmes comme le narratif sur l'Europe, les visions d'Europe. Et si je me rappelle bien, votre dernière question était comment les décideurs politiques pourraient faire les jeunes générations redevenir passionnées de l'Europe. Peut-être je colore un peu, mais moi je me demande, est-ce qu'on vraiment en a besoin? Est-ce que les gens vraiment devraient être passionnés par l'Europe? Quand je regarde, bien sûr, les sondages d'opinion publique, ce n'est pas un outil parfait, mais quand on pose les questions aux Européennes, dans chaque pays européen, à part de la France et la Grèce, il y a la majorité qui est optimiste concernant le futur de l'Union européenne. Aussi, dans chaque pays, à part de la Grèce et quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de confiance envers l'Europe, la majorité qui en a confiance. Bien sûr, ces personnes ne sont pas nécessairement passionnées, ne sortent pas dans leur rue en manifestant leur amour passionné envers l'Europe. Mais au moment où on les demande les questions, ils démontrent qu'ils ont confiance, qu'ils ont d'optimisme, etc. Donc, peut-être notre façon de voir des choses en noir, ce qui est une manière très fréquente auprès des experts, peut-être c'est exagéré parce que peut-être il n'y a pas autant de pessimisme auprès de la peuple européenne. Néanmoins, moi,
je trouve que je voudrais être en désaccord avec Monsieur Luchaire pour que la discussion soit plus intéressante, mais malheureusement, je suis en accord que chaque crise, y compris les moments actuels, sont une opportunité pour formuler des nouvelles récits sur l'Europe. Et j'espère que les récits qui vont être proposés vont être dirigés plutôt vers l'avenir que vers le passé. Moi, je trouve que toute cette discussion sur l'Europe comme l'espace de la paix, qui était le discours post-Deuxième Guerre mondiale, nous menait nos yeux très fortement vers le passé. Tandis qu'il y a d'autres défis auxquels on doit faire face, comme les défis climatiques, etc. Et bien sûr, en pensant de ces difficultés auxquelles nous faisons face, on pourrait très facilement perdre tout l'espoir. Et à vrai dire, je voudrais vous évoquer un livre, un roman d'écrivain bulgare qui s'appelle Georgi Gospodinov. Le livre s'appelle Les pays du passé. Il a été traduit dans plusieurs langues, mais là-bas, il évoque une réalité européenne où les décideurs ont constaté qu'il n'y a plus de perspective d'avenir parce qu'il y a le changement climatique, il y a plusieurs choses très difficiles. Donc, ils ont commencé à organiser les plébiscites concernant le passé. Les citoyens pouvaient choisir librement dans quelle époque du passé ils voudraient vivre. Donc, c'est un peu dystopique, mais je pense qu'on ne doit pas être nécessairement là, qu'il y a la possibilité pour les décideurs européens ou dans les pays européens de toujours trouver la façon de présenter l'Europe comme un organisme qui est capable de surmonter plusieurs difficultés auxquelles on fait face. Mais pour que ces propositions soient légitimes, l'Europe doit premièrement véritablement faire face au défi qui est le plus important maintenant, qui concerne la guerre en Ukraine. Donc, ce n'est pas seulement la guerre qui se déroule en Europe et aussi dans le voisinage de l'Union européenne, mais c'est aussi la guerre qui pose la question sur la crédibilité de la vision européenne que nous proposons, ou qui est proposée aux citoyens. Oui, est-ce que vous pouvez peut-être préciser, puisqu'on cherche des visions qui vont non pas vers le passé, mais vers l'avenir pour l'Union européenne et destinée aux jeunes, et vous avez évoqué la politique climatique. C'est quelque chose qui est en général peu connu au niveau du grand public, et pourtant l'Union européenne fait beaucoup, parce qu'il y a ce jeu entre le niveau État-nation et politique européenne. Est-ce que ça serait là une manière de faire rêver les jeunes qui se préoccupent beaucoup, justement, notamment de la politique climatique? Moi, je pense que c'est important que l'Union européenne soit active dans ce domaine parce que c'est à travers la coopération qu'on peut vraiment avoir la force de contribuer à la solution des difficultés climatiques. Et si on le faisait avec chaque État-nation choisissant librement sa façon, les résultats seraient plus médiocres. Et de cette manière, c'est important aussi voilà. Mais je pense que si l'Union européenne le fait maintenant, c'est aussi parce qu'elle cherche une nouvelle identité qu'elle pourrait avoir auprès des citoyens européens. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je partage l'espoir que l'Union européenne pourrait contribuer de la façon positive
à la lutte contre le changement climatique. Mais aussi, on ne devrait pas être, j'essaie de ne pas être trop idéaliste parce que ce n'est pas juste par les initiatives politiques au sein de l'Union européenne que la solution à cette crise globale pourrait être trouvée. Et là-bas, la question plus importante, c'est quelle est la puissance européenne et la crédibilité européenne de aussi convaincre les autres pays dans le monde de partager, voilà, de se joindre à la même initiative. Et ici, si l'Union européenne ou les États européens sont considérés comme hypocrites dans plusieurs parties du monde, et ça c'est souvent le cas, ça limite notre capacité de aussi convaincre les autres à joindre nos initiatives. Et c'est pour cette raison que je trouve que l'Union européenne, les États européens ne peuvent pas se permettre de paraître hypocrites dans le contexte de la guerre en Ukraine. Donc, ce n'est pas seulement notre devoir moral de soutenir les peuples qui a été agressé par la Russie, mais ce qui se joue aussi, c'est la crédibilité de l'Europe et sa puissance globale qui est important pour qu'on puisse voilà, faire face à d'autres défis comme le changement climatique. Merci beaucoup. Et vous avez évoqué la responsabilité de l'Union européenne avec l'Ukraine. Je commence à descendre les questions en même temps puisqu'elles s'accumulent un petit peu dans notre silo de questions. Et pour rebondir là-dessus, il y a und aus Erfurt, donc d'Erfurt, qui pose la question, est-ce que les pays ne divergent pas les uns par rapport aux autres en ce qui concerne la politique économique, la politique énergétique, la politique sociale, on pourrait ajouter aussi la politique étrangère, justement. Est-ce que ça décrédibilise l'Union européenne, vue de l'extérieur, vue de l'Ukraine, Madame Michenko? Est-ce que c'est la traduction en allemand qui est vraiment très longue ou bien vous réfléchissez à ce que la question ne vous inspire pas? Ja, es ist, glaube ich, eine schwierige Frage, weil ich bin einfach nicht sicher, ob es überhaupt stimmt, dass die Länder in diesen Fragen, die da genannt sind, immer mehr divergieren, ob es da nicht immer schon Divergenzen gab. So, ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen. De voir, est-ce qu'il y a une unité dans la manière dont les États interagissent à l'extérieur ou pas? Ok, alors je vais poser une autre question à Monsieur Tsirka qui m'a fait un peu sourire. C'est Gustav Hadisch qui pose la question à Monsieur Tsirka. Pourquoi les Français sont de manière majoritaire plutôt négatifs envers l'Europe? Bon, il y a les Grecs aussi, hein. Vous avez dit que les Grecs aussi étaient plutôt négatifs envers l'Europe, alors que la France est le cœur de l'Europe. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Non, je n'ai pas de réponse. Je pense que est-ce que vous êtes français, n'est-ce pas? Vous aurez peut-être la meilleure réponse. Moi, je suis un faux français. Je suis seulement un Polonais qui habite ici. Voilà, moi, je suis on va dire une vraie française, mais aussi une fausse allemande. Alors, je pense que peut-être les Français, en général, ils râlent beaucoup de toute façon, même si à Berlin aussi, on est
on râle assez facilement. Et la question, c'est est-ce qu'on est vraiment, dans ce qu'on dit, est-ce que l'on est vraiment contre les choses ou c'est la manière de s'exprimer? Je ne pense pas que les Français soient contre l'Europe, mais ils vont toujours trouver quelque chose à améliorer. Et par contre, je pense, et ça c'est une question que j'aimerais poser à Mme Michenko, puisqu'on en a parlé auparavant, là où je ne suis pas sûre, c'est est-ce que les Français, les jeunes Français ont conscience de la chance de tout ce que l'Union européenne apporte. Et Madame Michenko, vous avez travaillé avec des écoles, vous m'avez évoqué ça. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes maîtrisent cette chance d'être dans l'Union européenne ou que ça se perd? Wahrscheinlich sind junge Menschen ja ganz berechtigt skeptisch, was ihre Zukunft betrifft. Und ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, die junge Generation sehnt nach Gerechtigkeit, ja, nach einer ökologischen Gerechtigkeit auch, sehr viel mehr als unsere Generationen. Also ich glaube, man muss wahrscheinlich vor allem an diese Generationen denken, wenn wir über die Zukunftsvision sprechen. Aber dann denke ich auch, was immer noch wahrscheinlich in Europa vermisst ist und was schon lange diskutiert wurde, sind europäische öffentliche Räume. Dann könnte man sich wahrscheinlich auch besser darüber verständigen, was ökonomische Modelle für verschiedene Gesellschaften in Europa, in der EU oder in Europa gut wären und so weiter und so fort. Und dann könnte man auch ja, eine besser integrierte Diskussion zusammenführen, was eine Zukunftsvision ausmachen kann. Denn wir sprechen auch heute über Narrative und ich frage mich, wer bildet diese Narrative eigentlich? Und was macht sie relevant für alle und nicht für einzelne Länder oder für einzelne Gemeinschaften oder Gruppen von Intellektuellen? C'est une question qu'on pourrait poser à M. Lucher et à Mme Gelpin. On a quand même aussi des personnes. Ja, ich würde gerne einfach. Ja. Allez-y, allez-y. Ich würde gerne was ergänzen, weil wir jetzt viel darüber geredet haben, über eine Frage der Generationengerechtigkeit und so. Aber ich glaube, wir müssen, wenn es um diese Narrative geht, ganz klar auch irgendwie über die soziale Frage oder ich würde sogar über die Klassenfrage sagen, sprechen. Das können wir, glaube ich, nicht ausblenden, dass viele Antworten auf europäische Narrative ganz spezielle Milieus ins Auge fassen. Also vor allem ein Milieu, was akademisch geprägt ist, was Studienaustausch macht, ein Milieu, was reisen kann, ein Milieu, was irgendwie große Interessen an Kulturaustausch hat, an Hochkultur, wo der Austausch irgendwie gut funktioniert, der funktioniert in der Wissenschaft so. Also ich glaube, an diesen positiven europäischen Narrativen teilzuhaben, ist viel einfacher, wenn man Geld hat und Bildung hat und so. Und ich glaube, wir müssen sehr stark auch drüber nachdenken, wie wir da ganz andere Milieus irgendwie integrieren können in diese Erzählungen. Also ich denke an Leute, die irgendwo in der Peripherie von Neapel leben, aufwachsen und leben und da noch nie aus Neapel rausgekommen sind. So, was sollen wir denen groß von Europa erzählen? Also das ist irgendwie ganz schwierig, da eine Antwort zu finden. Aber ich glaube, es ist eine ganz, ganz entscheidende Antwort, die wir finden müssen. Merci. Et est-ce que dans ce cadre, la littérature ne pourrait pas jouer un rôle pour développer une littérature au niveau européen? Est-ce que
est-ce que vous êtes dans le milieu littéraire, justement? Est-ce qu'il y a déjà des auteurs qui développent toute une narration européenne et qui pourraient justement s'inscrire doucement dans les mémoires auprès des jeunes et des moins jeunes? Ja, ja. Also es gibt die große europäische Erzählung in der Literatur noch nicht so richtig, aber ich bin auch gar nicht sicher, ob wir eine große literarische Erzählung oder überhaupt eine große Erzählung brauchen. Ich misstraue den großen Erzählungen. Ich glaube, wir brauchen viele kleine, gute Erzählungen, die wir miteinander in Bezug setzen können und ein enges, dichtes, narratives Netz knüpfen können. Das wäre, glaube ich, wichtiger als große Erzählungen. Es ist die Frage, ob sie wirklich von der Literatur kommen können. Die Literatur ist halt eben auch so etwas, was in ganz bestimmten Milieus irgendwie gepflegt wird. So. Also es ist sicher nicht das, wo wir eben Leute erreichen, die aus diesen Hochkulturleben eher rausfallen. Also ich glaube, die Literatur hat sicher einen Auftrag und kann ein Teil dieser Bewegung sein, die neue Narrative entwickelt. Aber sie ist mit ihren eigenen Problemen behaftet eben. Und das ist schon ganz klar, dass Literatur auch oft so etwas eine Hochkulturveranstaltung ist. Merci. Un tout autre thème sur lequel s'est penchée Madame Gelping dans ses recherches, à savoir une approche des genres et de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne pourrait favoriser le traitement, l'égalité dans le traitement des genres? Ça pourrait faire rêver. Danke. Ja, ich wollte vielleicht am Anfang auf diese Frage zu beantworten, auf diese, also diese Frage, wer bildet diese EU-Narrative, ansprechen, weil das hat viel mit dem Gender zu tun. Und also die Medien sind sehr wichtig. Die Medien erzählen die EU, sie erzählen Europa, sie erzählen, was passiert in Europa, was sind die Europapolitik, was sind die Pro- und Nachteile von der EU in Europapolitik. Sie haben sehr starken Einfluss auf diese dominanten Bedeutungen oder Visionen von Europa. Aber wir wissen auch, dass die traditionellen Medien also sehr undivers sind. Also also Frauen sind unterrepräsentiert, besonders Frauen von Color, Transfrauen, queere Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund sind nicht in den Medien repräsentiert, also gut repräsentiert. Also das heißt, dass diese Stimmen dann nicht gehört werden. Und wir müssen dann andere Möglichkeiten, also vielleicht erstmal bessere Diversität in den Medien, traditionelle Medien reinbringen, aber auch andere Möglichkeiten zu finden, diese Stimmen zu hören. Zum Beispiel in meine Forschung über die pro-europäische Bewegung in Großbritannien habe ich bemerkt, dass Frauen sehr sichtbar in diese Bewegungen waren. Und sie haben sich oft zum ersten Mal in ihrem Leben sich politisch engagiert. Aber also viele von denen haben das sehr informell gemacht. Sie haben nicht unbedingt sie sind nicht unbedingt in eine Partei eingestiegen, sie haben sind nicht unbedingt ins Gespräch mit den Europaabgeordneten gekommen. Sie haben sich wirklich in ihrer Nachbarschaft politisch engagiert. Auch privat zu Hause mit ihren Familien, auch online. Und viele Frauen, besonders Frauen mit marginalisierten Identitäten, also marginalisierte Identitäten,
können sich nicht politisch engagieren in diesen traditionellen Bereichen, weil sie eigentlich nicht sehr inklusiv sind. Also das würde ich sagen, wenn die EU Frauen besser repräsentieren möchte, dann müssen wir uns auch überlegen, wo Frauen sich in der Politik engagieren. Und das ist nicht unbedingt in diese formelle Institutionen, sondern auch informell in der Nachbarschaft, in der Kommunalpolitik, was auch wichtig für die EU ist. Und also EU hat auch einen Einfluss auf Kommunalpolitik und so weiter. Ja, das will ich. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne et les questions qui s'accumulent un peu. Donc, je vais vous les poser. Je vais prendre une question de Dieter van der Boek. De belles paroles. Alors, ça concerne le moment où on parlait justement de l'Union européenne qui pourrait développer un récit qui ferait rêver autour de la politique climatique. De belles paroles, tout ça, mais en Allemagne, justement, les activistes pour le climat sont criminalisés et les jeunes sont ainsi démotivés dans leurs intérêts légitimes et les nôtres. Voilà. Donc, il n'y a pas de question, c'est une remarque sur, que je partage. Une question de Niklas. Qu'en est-il du récit de l'Union européenne en tant que gamète d'un gouvernement mondial démocratique? Alors là, on va vers l'utopie. Est-ce qu'on pourrait rêver d'un gouvernement mondial démocratique et qui fonctionnerait comme fonctionne l'Union européenne? On aurait les prémices d'un tel fonctionnement? Qui veut s'exprimer? Répondre à la question de Niklas. Est-ce qu'on pourrait voir une... Il faut être un peu utopiste. Déjà qu'on a du mal à fonctionner avec nos... On a combien de langues officielles? 24 langues officielles dans l'Union européenne. Bon, je crois que ça restera encore une utopie. Une remarque de Margit MG. Qui écrit que pour les jeunes, il s'agit avant tout d'avoir une justice économique et de pouvoir vivre de son travail. Donc là, on sent que de nouveau, il y a des récits négatifs autour de l'Union européenne qui ressurgissent. Si je peux réagir à ça très vite, moi je pense que effectivement, c'est peut-être on commence pas de bonnes... comment dire? Désolé. Si on parle de grands récits, on pense qu'il pourrait y émerger de grands récits et puis les gens vont être passionnés par ces récits et vont voilà, soutenir l'Europe. Je ne sais pas pour quel but, mais voilà, ça c'est la logique qui s'évoque quand on discute ça. Mais moi, je pensais toujours, voilà, si c'est mon expérience personnelle, c'est pas très pertinent, mais parce qu'on parle de tous les Européens ici, mais moi, je pensais toujours que l'Europe devrait surtout avoir la légitimité des résultats. Donc, si l'Europe est un espace où les gens peuvent sentir que leur liberté est garantie, leur liberté dans plusieurs sens. Si c'est l'espace où ils peuvent, où leur travail est apprécié et où ils peuvent voilà, c'est pas comment dire, se développer grâce aux conditions économiques qui sont qui domine dans cet espace européen, cela leur permettrait aussi d'apprécier les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et donc,
on n'aurait pas besoin nécessairement d'un grand récit européen avec lequel les gens pourraient s'associer ou s'identifier. C'est tout simple voilà, d'assurer les conditions pour le développement des gens et pour qu'ils puissent être appréciés. Je trouve ça dans ce commentaire où Gretchen dit que simplement les gens doivent pouvoir vivre de son travail. Et pour moi, ça, c'est peut-être une réponse pas très, comment dire, peut-être c'est pas très sexy de dire que l'Europe n'a pas besoin d'un grand récit, mais plutôt de simples choses qui peuvent mettre la vie des gens plus facile et plus agréable. Mais peut-être ça c'est la meilleure réponse. Et moi, je serais un peu soucieux si les dirigeants européens commençaient à penser qu'ils doivent offrir un grand récit parce que sinon, tout est foutu. Je pense que leur travail réside dans d'autres obligations. Oui, et si on développe chacun des petits récits de l'Europe, on arrivera peut-être à surmonter justement ce que Gretchen 58 évoque en posant la question, est-ce que tous les récits négatifs de l'énorme appareil administratif européen, est-ce que ce n'est pas eux qui étouffent les récits positifs? Et justement, si on centralise un récit officiel au lieu d'en avoir plusieurs, ça ne va pas faire avancer la grande machine, ça va juste ajouter encore de l'administratif à l'administratif, à mon avis. Bon, je vais essayer de vous traduire un passage de la Bible qui a été envoyé par Heinz Berner de Lörrach, encore une fois, qui dit « Est-ce que l'équité, la justice n'est pas importante pour nous tous? Nous savons par la Bible... l'œuvre de la justice sera la paix. » Pour les interprètes, c'est déjà en allemand dans le chat. L'œuvre de la justice sera la paix et le produit de la justice ou de l'équité, cela sera le repos et la sécurité pour toujours. Les accords commerciaux de l'UE avec les nations pauvres désavantagent en général ces nations-là, les nations les plus faibles. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes n'ont plus de perspective d'avenir, fuient les nations pauvres et tentent de se construire une vie dans l'Union européenne. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait une question, mais c'était un témoignage. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Ou sinon, j'allais... Monsieur Bücher, c'est un signe? Oui. Ich würde ganz gerne was zu der ersten Anmerkung oder Frage sagen, weil das scheint mir ganz wichtig. Diese Erzählung von Verwaltungsmoloch Europäische Union ist natürlich eine rechtspopulistische Strategie, die da gefahren wird, weil wenn man das genau betrachtet, ist die EU ein relativ schlanker Verwaltungsapparat verglichen mit vielen städtischen Verwaltungen zum Beispiel, die relativ dysfunktional oft sind, wenn ich zum Beispiel an Berlin denke oder so. Also es werden ja seit Jahrzehnten immer wieder dieselben Geschichten, die Eulen rausgekramt von der EU-Norm für die Perforierung von Toilettenpapier und die Krümmung von Bananen und Salatgurken und so. Aber letzten Endes das muss man, glaube ich, wirklich mal ganz klar benennen, diese Erzählung, das ist politische Propaganda. Ok, das ist so le mot de la fin. Je voudrais pas, je vois que l'heure tourne, je ne voudrais pas omettre la première des interventions que nous avons eues, à savoir celle de M. Wolfgang Freudenberger,
qui revenait sur toutes les visions que nous avons partagées au début, et c'est ma manière d'arriver à la conclusion de notre débat, qui dit qu'il lui manque la vision d'une Europe fédérale. C'est souvent un vieux débat qui sort, avec un fédéralisme qui justement serait très approprié pour définir la responsabilité politique de manière subsidiaire et pour permettre un équilibre entre les régions, les pays et les États. Entre les régions, les lenders et les États. Voilà. Donc, je voulais lire ce commentaire pour que tout le monde ait été entendu et arriver à la fin de notre table ronde pour remercier tout le monde. Donc, on a encore beaucoup de récits. On voit que si le Petit Prince de Saint-Exupéry nous demandait dessine-moi l'Union européenne, je pense qu'on aurait beaucoup d'illustrations différentes de l'Europe, beaucoup de petits récits et pas une grande histoire de l'Union européenne. Ça prouve bien que l'Union européenne, elle alimente encore beaucoup de récits, beaucoup d'histoires. Et c'est à nous, à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, de choisir les récits qui nous conviendront le mieux, notamment pour définir un avenir qui est à notre goût et qui sera au goût des jeunes générations qui nous suivront. Je veux remercier nos panélistes, nos interprètes, le public, les organisateurs de cette conférence, à savoir le Centre franco-allemand de Provence, Aix-en-Provence, la Fondation Heinrich Böll à Paris, le Goethe-Institut France, la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon et le Volkshochschule Wissenlife. Voilà, et je remets le mot de la fin à l'équipe de Wissenlife.